Donc aujourd'hui, on va aborder la question de comment on peut comprendre l'attractivité des pseudosciences. Et là, le mot attractif, je ne l'ai pas mis pour rien. Il est là en fait parce que on va parler des approches cognitives, des intuitions. On va parler du concept d'attracteur cognitif, pas de biais de contenu, mais de biais de contenu et de biais de contexte. Et pour bien illustrer ça, je vous ai mis une belle image d'un objet qui s'appelle un orgonite. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est très beau, moi je trouve ça très beau. Mais ce qui est encore plus beau, c'est la théorie sous-jacente. Je vous présente une boutique, la Natural Mystic Shop, qui vend ce genre de produits. On ne va pas tout lire, j'ai mis des petits machins bleus par-ci par-là. Donc en fait, l'orgonite, c'est une sorte d'application technique d'une pseudoscience par quelqu'un qui s'appelle Wilhelm Reich, qui est assez passionnant parce que initialement, c'est un psychanalyste qui se lance dans la folle idée l'idée de la théorie de l'orgone, qui serait une sorte d'énergie qu'il essaie de mesurer, une énergie vitale, on ne sait pas trop. Et donc il invente des protocoles expérimentaux et on trouve même une correspondance où il envoie ces protocoles expérimentaux à Albert Einstein. Et Albert Einstein prend le temps, en fait, de lui répondre sur la qualité ou non de ces protocoles expérimentaux. Donc, c'est un moment de l'histoire des pseudosciences très intéressant. Ça arrive un peu après le magnétisme animal. Et donc, l'idée de l'orgone, c'est que voilà, c'est une sorte d'énergie. Vous voyez, hein, ici, on parle du fait que ce serait similaire au chi, par exemple. Et c'est pour ça que je vous ai mis cet extrait-là. Si vous descendez en dessous de l'image un peu étrange, ça vous dit des concepts similaires sont connus sous le nom de prana, d'éther, de pneuma, de mana, de lung, de manitou, de rua, de prana, de force vitale ou encore d'énergie universelle. Et bien effectivement, du coup, ça rentre bien dans la thématique d'aujourd'hui, parce qu'on verra en quoi c'est une idée extrêmement attractive, effectivement, à travers les cultures. Et là, vous en avez juste la version pseudo-scientifique moderne, et je ne résiste pas à l'envie de vous montrer cette petite vidéo. J'espère que le son marche sur Zoom. Je ne sais pas du tout. Sinon, vous me dites, ça ne marche pas, je En fait, commenterai. quand tu partages ton écran, oui. Ouais, ça Non, marche? il te donne une option où tu dois dire que tu partages ton son. Si ça marche pas, il faut repartager l'écran. Ok. Donc, Encore énergie qu'est-ce qu'on vitale. entend? Elle est présente dans chaque individu, animal ou plante. Orgonite l'original est une subtile association de cristaux, de métaux et de résines 100% organiques. Fabriquée une à une en conscience et en respectant des processus stricts de fabrication artisanale, nos créations orgones entrent en résonance avec votre environnement. Dans un paysage vibratoire de plus en plus agressif, elles transmutent les mauvaises énergies en une énergie orgone positive. Par processus piézoélectrique, en libérant des ions négatifs, les pyramides et les pendentifs organiques l'original viennent équilibrer aussi bien les énergies des lieux que des personnes. Chez Natural Mystic Shop, nous sélectionnons et associons chaque cristal en fonction de son action sur votre corps subtil, sur chacun de vos chakras. L'orgonite est ainsi employé pour améliorer la gestion du stress, la qualité du sommeil, la concentration, mais aussi pour rééquilibrer vos centres énergétiques. Pour renforcer ces actions, nous appliquons les principes de la géométrie sacrée. Au bureau, à la maison, partout et tout le temps. Alors, vous voyez, c'est assez fascinant. C'est un mélange de plein de choses, on va dire, de culture non occidentale. On insère quand même quelques éléments scientifiques. On parle de piézoélectrique, on va y en parler, d'énergie, de vibration. Et justement, la question qu'on se pose, c'est comment ça se fait que ça attire, Ou encore énergie. comment ça se fait que ça attire un certain nombre de personnes? Comment ça se fait que certaines personnes y croient? Voilà. Et comment ça se fait qu'on retrouve ce genre d'idées un peu partout? En Occident, par exemple, on retrouve ces idées d'énergie ou de force un peu invisibles un peu partout. Par exemple, avec le mesmérisme qui a été complètement fou quand ça arrivait, le magnétisme animal. On faisait des sessions de groupe où on magnétisait les gens et les gens rentraient en transe, les gens se pâmaient, les gens faisaient des grands gestes, avaient l'impression d'être parcourus d'une énergie incroyable. Un peu après, moins célèbre, on a la force Odic par rapport à Odin, qui a été produit par un chimiste en plus, très sérieux, mais qui va s'intéresser à l'idée d'essayer de mesurer une force qui serait une énergie, qui serait ni de la chaleur, ni quoi que ce soit d'autre, ni une force électrique.
Et on retrouve aussi, même parfois en philosophie, des idées d'élan vital. Ce fameux livre dont Bertrand Russell dira que, bon, oui, c'est un livre finalement vraisemblablement ni vrai ni faux, puisque bah, en fait, on n'en trouve aucune trace de ne serait-ce qu'un argument. Voilà, on y trouve une belle rhétorique, une belle plume. Et vous retrouvez cette idée d'élan vital qui serait une sorte qui accompagnerait l'évolution, c'est-à-dire l'évolution au sens de théorie de l'évolution, et qui produirait toujours du nouveau, du neuf, du créatif. Alors voici le programme un peu de la journée de ce cours. Dans un premier temps, je vais vous parler un peu du tournant cognitif et naturaliste dans l'étude de la culture. Ça va permettre déjà d'introduire des concepts fondamentaux pour comprendre un peu mieux l'approche de Boudry, Pigliucci et Blanque sur l'explication culturelle des pseudosciences. Ah, il y a juste un micro, si on peut couper le micro. Et dans un second temps, on verra comment et pourquoi les pseudosciences prospèrent. Et donc, on parlera d'évolution culturelle de la science, d'architecture cognitive, de content bias et de pseudosciences comme attracteurs cognitifs. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que initialement, donc moi, je vous ai donné cet article-là à lire, mais en fait, je me suis planté puisqu'à la base, je voulais vous donner celui-là. Mais vous voyez déjà, il est écrit par les mêmes personnes. Et dans cette erreur, c'est pas plus mal parce qu'en fait, ce premier-là met l'accent justement sur une épidémiologie des pseudosciences et sur l'attractivité cognitive des pseudosciences, l'autre davantage sur l'aspect imitation de la science. Donc, en fait, les deux sont complémentaires. Vous pouvez lire le deuxième dans un second temps. Et du coup, c'est pas plus mal parce que comme ça, vous avez dans ces premiers articles-là, What Makes Weird Beliefs Thrive, The Epidemiology of Pseudoscience, il évoque des concepts plus fondamentaux pour bien comprendre l'évolution culturelle des sciences et des pseudosciences. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un tournant cognitif et naturaliste? Déjà, quand on parle de ça par rapport à l'étude de la culture, eh bien, il faut savoir que ça fait référence déjà à un tournant cognitif qu'il y a eu dans la compréhension du fonctionnement de l'esprit humain. Euh, Vers la moitié du XXe siècle, vous avez tout doucement l'apparition de ce qu'on appelle des grandes fonctions de l'esprit. Donc, sur un plan théorique, c'est un programme commun, mais ce n'est pas du tout les mêmes méthodes, ni nécessairement les mêmes objectifs. C'est-à-dire que quand vous faites de l'anthropologie, vous continuez, par exemple, à étudier des cultures différentes avec des méthodes propres à la vôtre. Par contre, vous allez peut-être avoir davantage recours à de l'expérimental ou à de la modélisation, suivant les hypothèses que vous voulez tester. Et pareil pour les neurosciences ou la philosophie, toutes ces disciplines-là vont être en interaction, malgré le fait que généralement les chercheurs vont toujours avoir une dominante, mais le but et l'objectif est commun. Il est le même, d'essayer de comprendre ces grandes fonctions cognitives. Et ça se développe aussi sur un plan très concret. Vous avez des départements et des laboratoires interdisciplinaires qui se montent, le DEC, le département d'études cognitives à Paris, le CISA, le centre interfacultaire en sciences affectives à Genève, l'ISC, l'Institut de sciences cognitives à Lyon, des séminaires interdisciplinaires, des associations de chercheurs, des revues dans lesquelles les différentes disciplines elles peuvent communiquer. Par exemple, le Brain and Behavioral Science, le Mind and Language, le Psychological Philosophy, d'ailleurs la revue dont a été publié l'article dont on parle aujourd'hui, ou Cognition. Et si vous voulez une intro un peu plus détaillée sur ça, parce que ce n'est pas l'objectif du jour, je vous ai mis un petit lien qui vous renverra vers ça. Là, on va s'intéresser à qu'est-ce que ça veut dire le tournant cognitif et naturaliste dans l'étude des phénomènes culturels. Donc là, on va donner la parole à Dan Sperber, qui est un anthropologue de formation. Initialement, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est bien les Dorzés en Éthiopie qu'il va étudier, il va faire de l'étude de terrain, mais très vite, il va devenir très critique sur l'anthropologie, ou en tout cas les sciences humaines et sociales classiques, critique dans un sens positif, c'est-à-dire il va interroger, il va avoir ce pas de côté théorique d'interroger la scientificité et les présupposés théoriques de la discipline, et lui-même va proposer une nouvelle approche théorique. Alors il n'est pas le seul, il ne faut pas voir ça comme d'un coup il y a Dan Sperber qui apparaît. En fait, c'est un phénomène qui va parcourir l'ensemble de l'anthropologie, ça vient souvent de l'anthropologie, quelquefois de biologistes qui se mettent à étudier la culture. Mais donc là, on va prendre l'angle de Dan Sperber, et il nous dit le présupposé d'une approche naturaliste est que tout ce qui possède des pouvoirs de causalité, ça le possède en vertu de ses propriétés matérielles. La première règle à suivre, du coup, d'après Dan Sperber, c'est la suivante. N'admettez pas un phénomène
à moins que votre compréhension de son mode d'existence matériel Alors, ne justifie de lui attribuer des pouvoirs causaux. Donc là, vous avez en fait ce qu'on appellerait du physicalisme. Vous avez l'idée, au niveau ontologique, que les phénomènes dont vous devez parler, eh bien, ils doivent ne pas être uniquement être abstraits. On va voir ce que ça implique concrètement dans un instant. Et il nous dit que la deuxième règle, c'est la suivante. Il ne faut pas faire d'allégation causale, à moins de pouvoir l'étayer par la description d'un mécanisme, une description suffisamment fine, pour qu'il soit raisonnable de demander aux sciences naturelles voisines de compléter les parties manquantes. Ces règles sont bien respectées dans les domaines tels que la biologie, l'écologie ou la géomorphologie, mais dans l'étude de la culture, d'après Nance Perber, elles ne sont pas comprises et encore moins respectées, même par des personnes dont la formation et les objectifs sont incontestablement naturalistes. Donc on n'est pas c'est pour ça que je dis qu'on est dans la critique positive, c'est que ce qui nous propose, en plus de cette première règle, c'est qu'il faut pouvoir identifier, si on veut faire des allégations causales, c'est quand même un but fondamental en science. On veut savoir qu'est-ce qui cause quoi, comment cette cause est produite. Eh bien, il faut du coup qu'on puisse en détailler un mécanisme avec assez de descriptions pour que, par exemple, la biologie à côté, on puisse la raccorder les wagons. À titre d'exemple, en biologie, en théorie de l'évolution, une grande révolution qu'il y a eu au XXe siècle, ça a été qu'on a pu le rattacher à quelque chose de l'asseoir sur la génétique et la comprendre avec cet angle physicaliste et du coup, avoir cette connexion. Et la biologie va pouvoir se connecter d'une manière ou d'une autre à la chimie. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Et quand il parle des prémices en fait, de l'étude naturaliste dans la culture, ou en tout cas de personnes qui tentent d'expliquer des phénomènes culturels de manière naturaliste, mais ce n'est pas encore ça, bah, vous avez cet exemple-là, vous avez ici Daniel Dennett, philosophe, scientifique cognitiviste, naturaliste, tout ce que vous voulez. Il a écrit à peu près sur tout et n'importe quoi. Je dirais qu'à peu près tout ce qu'il a écrit, ça reste bien. Moi, il y a, comment dire, lisez du Dennett, c'est toujours génial. Et avec Dawkins, un biologiste, et lui-même, ils ont produit une des premières théories un peu naturalistes de la culture, c'était la mémétique. Et le mot même vient vraisemblablement de là, en tout cas a gagné en popularité à partir de leurs travaux. Et ils nous disent, en fait, ils essaient de donner un côté physique en fait à l'idée de mème. Et un mème, selon par exemple, ce que nous dit Dennett, c'est que c'est une unité d'information qui serait contenue dans un cerveau, qui se transmet au sein d'une société, qui est soumise à des lois similaires à celles de la sélection naturelle. Donc, vous voyez, on essaye de raccrocher ça aux autres sciences. Et il prend l'analogie, Dennett aime bien cette analogie, celle de la douve du foie. Qu'est-ce que c'est? Il nous dit qu'un mème, c'est une unité d'information, ses représentations mentales et ses représentations culturelles peuvent se comprendre de la même manière que, par exemple, fonctionne un parasite. Et ici, vous avez ce fameux parasite de la douve qui, en fait, fonctionne d'une manière assez particulière. D'abord, il cherche à se faire manger, à se faire ingérer par des bovins pour pondre des œufs qui vont être expulsés dans les excréments, qui vont servir de nourriture à l'escargot, qui est le premier hôte intermédiaire, qui va laisser des parasites à travers sa bave, qui vont ensuite infecter une fourmi et pousser la fourmi à monter sur des grains d'herbe, à y rester jusqu'à ce que se faire manger, pour reproduire ce cycle-là. Et selon Dennett, selon cette analogie, on pourrait comprendre la culture de cette manière, c'est-à-dire des phénomènes culturels vont par exemple parfois mieux résister que d'autres et vont pousser les individus à agir d'une manière. Bon, c'est aujourd'hui relativement assez abandonné, même Dennett n'en parle plus à ma connaissance. Il a écrit des papiers beaucoup plus récents sur des phénomènes culturels qui font plus du tout appel à ça. Et la critique est assez simple, c'est qu'on ne voit pas comment ça peut fonctionner, quels sont les mécanismes causaux qui poussent les gens à agir, bref. C'est pas hyper clair, mais ça vous montre un peu les prémices de ces études culturelles, cognitives des phénomènes culturels. On va revenir à Sperber. Du coup, lui va proposer quelque chose d'autre, qu'il va appeler l'épidémiologie de la culture. C'est plus vraiment une expression très très utilisée, je dirais. En tout cas, moi, je la vois pas si souvent, mais en tout cas, la méthode reste la même si c'est plus cette expression qui est utilisée. Il nous dit les courants d'anthropologie
de penser que les phénomènes socioculturels qu'on doit décrire et expliquer, c'est des macro-phénomènes. Parenté, État, capitalisme, pouvoir, religion, idéologie, et ainsi de suite, et qui seraient liés entre eux et explicables avec des relations mutuelles au sein d'une structure sociale, et que ensuite ces phénomènes auraient un impact causal sur les individus. C'est ce qu'on appelle une forme d'holisme méthodologique. Et ce que propose Sperber, c'est l'inverse, c'est que d'un point de vue naturaliste, eh bien, on doit soit se passer de ces macro-entités, soit on les décortique en termes de micro-phénomènes. Donc du coup, il propose, pour reconceptualiser le domaine, on peut s'inspirer d'une science qui est à la fois sociale et naturelle, à savoir l'épidémiologie médicale. Et en épidémiologie, en fait, les macro-phénomènes sociaux, tels que les maladies endémiques et épidémiques, elles sont décortiquées en termes de modèles de micro-phénomènes, de pathologies individuelles et de transmission interindividuelle. Donc, il propose d'essayer de comprendre les représentations, les phénomènes culturels de cette manière-là. Alors, peut-être que pour l'instant, ça vous paraît encore abstrait. C'est pour ça qu'on va faire appel à un nouvel anthropologue qui va permettre de vous voir qu'est-ce que ça donne si on applique ça concrètement. Alors, Sperber l'a appliqué concrètement à plein de choses, mais voilà, ce n'est pas le moment d'en parler. Là, on va plutôt faire appel à Pascal Boyer, qui a, en plus d'avoir le mérite d'être un excellent anthropologue et d'avoir écrit des super articles, il a écrit des livres très accessibles qui synthétisent la recherche en cours sur les sciences cognitives de la religion. Donc ici, vous avez Et l'homme créa les dieux, comment expliquer la religion. Et voici comment se présente ce naturalisme et ce cognitivisme pour expliquer le religion. Donc déjà, il balaie d'un revers de main les explications un peu classiques de bon, la religion, c'est pas une tentative d'expliquer, c'est une tentative d'expliquer la complexité du monde. Et vous voyez, déjà, il montre que si vous regardez la littérature empirique et ethnographique, ou même en histoire des religions, ça ne tient pas. La plupart du temps, en fait, les religions complexifient le monde. C'est beaucoup plus complexe de faire intervenir des entités invisibles, des ancêtres, de faire intervenir du prana, etc., pour expliquer le monde qu'autrement. Ou en tout cas, ça ne le rend pas moins complexe. Voire, des fois, ça le rend même carrément obscur. Pensez à la notion de trinité chez les chrétiens. C'est hors de l'entendement. Il y aurait l'idée que ça sert à réconforter. Mais il nous montre que dans la plupart des cas, les religions, c'est plus que flippant. Vous pouvez vivre dans une culture où les gens peuvent vous jeter des malédictions, ou alors dans notre culture où vous pouvez aller en enfer. Enfin, il n'y a rien de réconfortant là-dedans. Ou un échappatoire à la raison, mais il montre en fait que c'est absolument pas être charitable, parce que en fait, les gens religieux, ou en tout cas les gens ne croient pas en religion parce qu'ils sont bêtes, ou parce qu'ils sont idiots, ou parce qu'ils sont naïfs. Et d'ailleurs, c'est ce qui a dû sûrement vous interpeller en lisant l'article, c'est qu'à aucun moment, l'article de Boudry, qui essaie de comprendre le phénomène des pseudosciences, enfin Boudry, Pigliucci et Blanqueux, qui essaie de comprendre le phénomène des pseudosciences, n'invoque la crédulité des gens ou invoque une possible stupidité. C'est pas du tout comme ça qu'on peut essayer de comprendre le phénomène. Et bah, du coup, c'est ce que fait Boyer pour la religion. Il nous dit que la religion, en tant que phénomène culturel, et dans toute sa diversité, c'est explicable par quelques petites choses, c'est-à-dire nos systèmes d'inférence cognitive qui composent notre cerveau, et de content bias. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, il nous dit les concepts et les croyances religieuses, elles sont comparables aux pareidolies. Par exemple, les perceptions de visage ou d'individus, là où il n'y en a pas. Là, vous voyez, par exemple, un phénomène hyper classique, des gens qui voient des Jésus sur des toasts, c'est un vrai phénomène culturel sur Internet, ou des gens qui voient un visage sur Mars. Eh bien, les croyances religieuses, ce serait pareil. Ce serait une sorte d'effet secondaire, de mécanisme cognitif qui, à la base, servait à autre chose. Dans le cas des visages, ici, eh bien, vous voyez un visage parce qu'on a dans le cerveau une zone qui s'appelle la FFA, la Fusiform Face Area, et c'est une zone qui est spécialisée dans la reconnaissance des visages. Si vous avez une lésion à cet endroit-là, c'est dans le lobe temporal gauche, si vous avez une lésion temporale à cet endroit-là, vous avez ce qu'on appelle une prosopagnosie. Les visages ne font plus sens pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire du visage? Ça veut dire que ce n'est pas du tout un stimuli simple. En fait, on est capable de reconnaître les visages parce qu'on a déjà des systèmes d'inférence, des systèmes cognitifs qui permettent d'en faire sens. Ça me permet d'introduire un deuxième élément qui permettra de mieux comprendre le problème de l'attractivité cognitive des pseudosciences. Ici, vous avez une figure que je trouve extrêmement claire, qui est tirée d'un article de Dan Sperber et de Hirschfeld.
et qui vous explique que, en fait, pour certains stimuli, pour certains mécanismes cognitifs, vous avez ce qu'on appelle le domaine propre. Par exemple, le domaine propre de la FFA dont je vous ai parlé, c'est de reconnaître les visages. Mais son domaine actuel, ce pourquoi il peut être recruté, c'est pour tout un tas d'autres éléments. Et par exemple, des éléments culturels. On va reconnaître des visages, des portraits, des caricatures, des masques. Alors, ce n'est pas uniquement le fait d'avoir ça qui va rendre, par exemple, le masque quelque chose de culturellement stable et très répandu. En tout cas, ça y contribue. Et donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Boyer, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'on a d'autres mécanismes qui peut-être servent à d'autres choses et qui ont été, là il faut introduire un peu d'évolution, qui ont sûrement été dans l'environnement ancestral de l'être humain, voire avant l'être humain chez l'Homo erectus ou l'Homo habilis, adaptatifs, qui ont permis de survie face à des pressions de sélection. Et on va justement parler un peu de qu'est-ce que ça pourrait être ces mécanismes cognitifs. Donc il y a l'idée, il faut vraiment se dire ça, d'ailleurs, ça, je le mentionne quand même, quand on parle d'évolution appliquée au système cognitif ou aux croyances, ce qui est sélectionné, ce n'est pas des croyances, il faut qu'on soit d'accord. Ce sont des systèmes cognitifs. Ce sont des choses qui sont physiques, basées dans le cerveau. Et il faut aussi mentionner que l'évolution, c'est des temps très longs. Donc, sur des milliers d'années, ça ne marche pas. Alors, malheureusement, on n'a qu'un cours pour parler de tout ça. Je n'ai pas bien le temps de vraiment fixer un peu tout ce qui pourrait être mauvaise interprétation évolutionnaire de tout ça. Mais garder ça en tête, déjà, ça évitera en fait de mal comprendre un peu les moments où est invoqué les évolutions de ces systèmes cognitifs. Donc, il nous le dit, par exemple, une des croyances qui est culturellement plus répandue, c'est celle en des agents surnaturels. Des dieux, des ancêtres, des esprits, des sorcières, parce qu'évidemment, il y a des religions sans Dieu. Hein, religion n'est pas égale à Dieu. Et qui résulte de processus cognitifs de détection d'agents. Celui qui consiste à supposer l'intervention d'agents conscients, qu'ils soient présents ou non. Donc ça, c'est un des mécanismes, selon Boyer, qui est responsable du fait qu'on a ces croyances-là. À la base, c'est un mécanisme qui permet la sociabilité, ou en tout cas qui permet de prêter de l'agentivité à des individus. Pensez au visage, ce n'est pas du donné. C'est-à-dire que toutes les espèces vivantes ne sont pas capables de ça. Nous, on est capable, avec très peu d'apprentissage, d'attribuer des désirs, des motivations et des croyances à d'autres individus. Et donc, c'est ce qui nous amène à cette idée de error management theory ou d'évolution des fausses croyances. C'est l'idée que y a sûrement beaucoup de nos fausses croyances, ou en tout cas de croyances qui sont très fixées dans à peu près toutes les cultures, même si elles peuvent connaître des variations, qui sont dues en fait à des mauvaises attributions de nos systèmes cognitifs, enfin en tout cas des attributions de croyances ou de désirs ou d'essence ou de visage à des choses qui en fait sont dépourvues de tout ça. Je vous présente juste ça très rapidement. Du coup, ça a donné toute une littérature très riche sur la question. Vous retrouvez justement des nets sur cette question-là de evolution of misbelief. Je vous l'enlève parce que ça fait un peu beaucoup de texte et que je l'ai juste mis, comme ça vous l'aurez sur la slide, où en fait il y a ces débats de savoir est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir par exemple des systèmes cognitifs qui créent des fausses croyances mais qui en fait sont faits pour ça. Donc voilà, vous avez ces questions-là, on ne va pas rentrer dedans, mais en tout cas vous voyez qu'il y a ces questions-là que potentiellement certains phénomènes culturels seraient dus à des effets secondaires, à des side effects de nos mécanismes cognitifs. Un deuxième élément que Boyer met en avant, c'est ce qu'on appelle la minimal counterintuitiveness effect. C'est l'idée qu'il y a certains concepts ou certains énoncés qui transgressent juste minimalement nos attentes cognitives sur le monde, d'agentivité ou de matérialité, et par contre, ils sont plus mémorables que des concepts ou des énoncés intuitifs ou maximalement contre-intuitifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, c'est beaucoup plus intuitif et ça va être beaucoup plus facilement mémorisable de croire à des ancêtres immatériels qui peuvent toujours être plus ou moins là, mais en même temps ils sont invisibles, mais en même temps ils peuvent impacter le monde, que de croire, moi, je ne sais pas, à des lézards qui, un jour sur deux, vont devenir invisibles et quand il pleut, se mettre à devenir des humains. Et ça a donné lieu à une littérature expérimentale foisonnante
Je vous en parle très rapidement. Vous avez regardé pour l'instant uniquement la table 1. Donc, on va prendre des enfants et on va essayer de voir qu'est-ce qui est le plus facilement mémorisé. Et à ces enfants, on va leur raconter des histoires. Par exemple, on va prendre des catégories ontologiques comme animal, plante, etc. Et on va leur dire, on va leur proposer une histoire. C'est l'histoire d'un lézard qui mange des insectes sur le sol et qui rampe dessus. Donc ça, c'est intuitif, c'est vrai. Il n'y a pas de violation, quelle qu'elle soit. Et à un autre groupe d'enfants, on va par exemple leur raconter des histoires sur, c'est l'histoire d'un rat. Il a une queue extrêmement longue, mais il peut jamais mourir, qu'importe l'âge qu'il a. Vous voyez, là, on viole une attente qui est de type biologique. Mais vous voyez, il y a des trucs, par exemple, avec des boîtes aux lettres. Donc là, dans le groupe 1, c'est une boîte aux lettres normale. Dans le groupe 2, c'est une boîte à lettres qui est couverte de rouille, mais qui pleure parce qu'elle est triste. Et ensuite, on va interroger les enfants, c'est quantitatif, on leur pose des questions. Qu'est-ce que tu as vu dans l'histoire et qu'est-ce que faisait l'animal par exemple, est-ce qu'il était en train de marcher de 1 à 7? Est-ce qu'il était en train de voler? Est-ce qu'il était mortel? Et on réinterroge les enfants plusieurs jours plus tard pour voir si, ils se rappellent ou non de l'histoire. Et ce qu'on trouve, c'est que, en fait, quand c'est juste minimalement contre-intuitif, on se rappelle vachement mieux de ce genre d'histoire. Par contre, s'il y a trop de violations qui sont contre-intuitives, c'est très, très, très peu mémorisé. On s'en rappelle plus. Et vous imaginez bien que dans les cultures, c'est hyper important, la mémoire. Dans la grande majorité de l'histoire de l'être humain, la transmission est orale. Donc, forcément, la mémoire est importante. Et on voit que, par exemple, certaines violations ontologiques ne marchent pas. Par exemple, là, l'histoire du lézard, quand il y en a 3, les enfants s'en rappellent très peu. Là, c'était, par exemple, un lézard qui fond au soleil, qui ne peut pas mourir quoi qu'il arrive, et qui peut entendre les pensées des autres créatures. Et là, vous pouvez regarder après sur les slides, pareil, là, la boîte aux lettres, elle est en train de flotter dans les airs, elle pleure parce qu'elle est triste, et en plus, elle mange du feu tous les matins pour avoir de l'énergie. Et vous avez le type de violation à côté, si c'est une violation physique, psychologique ou biologique, genre, bon, évidemment que une boîte aux lettres qui parle ou qui pleure, c'est une violation de nos attentes psychologiques. Donc, voilà un peu les points de Boyer, c'est que certaines histoires, elles vont devenir attractives parce qu'elles sont juste minimalement contre-intuitives, et ça, c'est dû à nos attentes cognitives. Et on va finir un peu sur ces histoires de religion en vous présentant, on va dire, un programme naturaliste un peu concurrent, mais qui, en fait, finalement, avec ce dont j'ai déjà parlé, trouve des grands points communs, et en fait, les deux sont de plus en plus utilisés. Là, je vous présente le chercheur Manveer Singh, encore un anthropologue, qui est excellent, vous pouvez tout lire de lui, qui est jeune doctorant, donc en plus, il n'y a pas non plus 1 milliard de choses à lire. Et il a écrit assez récemment un DBS, justement, j'en parlais tout à l'heure, Behavioral and Brain Sciences. Voilà, mon rêve de publier un jour là-dedans. Un jour, j'y arriverai, je le ferai, mais un jour. Ça demande du travail quand même. Et vous avez ce qu'on appelle la Dual Inheritance Theory. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je vais montrer dans le concret, par exemple, comment Manveer Singh propose l'évolution du chamanisme, très rapidement. Il pose 3 questions dans le papier, nous on va en soulever qu'une, c'est pourquoi le chamanisme présente des caractéristiques similaires à travers les cultures. Donc déjà, un chaman, très rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui est présent dans énormément de cultures. C'est un individu qui pratique la transe pour fournir des services à son groupe. Soigner, influencer des événements naturels. Alors, on n'a besoin que de ça, pas besoin de détails pour bien comprendre. C'est moi qui résume, c'est pas lui qui le dit, mais vous retrouvez ça à peu près dans son papier. Et la thèse, c'est que ça va évoluer par évolution culturelle successive. D'abord, les individus vont développer des superstitions, c'est-à-dire des superstitions de type « Ah, on peut peut-être contrôler des résultats incertains ». Du genre, peut-être que, je ne sais pas, si on se met à danser, ça va pleuvoir un peu. Peut-être que si... voilà. Donc, ça va apparaître que si l'environnement est incertain. Après, par évolution culturelle, dont je ne détaille pas trop les mécanismes, mais il y a cette idée d'évolution culturelle, les gens vont se mettre à croire qu'il y a des entités invisibles, des agents invisibles, qui influencent ces résultats. Puis un jour,
il y a quelqu'un qui prétend que lui, il a plus de pouvoir que les autres pour influencer ça. Et puis encore, par évolution culturelle, il va convaincre les autres que lui, il est capable de se transformer à travers les trans ou à travers des rituels, en fait, pour modifier les outcomes de ces événements-là. Et il va faire appel à quelque chose, un autre type de biais que celui dont j'ai parlé là. Là, depuis tout à l'heure, on parlait de content bias, c'est-à-dire c'est le contenu des objets, des énoncés, des pratiques, tout ce que vous voulez, qui les rend attractifs. Et Manvir met en avant d'autres biais. Donc, vous avez un biais de prestige, par exemple. Les pratiques des chamans qui ont le plus de succès vont être copiées. Et ça, c'est quelque chose, dans la dual inheritance theory, qui serait extrêmement importante pour expliquer la culture. C'est ces biais-là. Et le biais de conformité, plus de gens y croient, plus la croyance collective se renforce. Alors, il faut faire attention sur une chose, on parle de biais, mais il faudrait plutôt entendre des heuristiques. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a sûrement été adaptatif dans notre environnement ancestral, et ça expliquerait, ce serait une tentative d'explication de ces comportements-là. Alors, une des particularités du BBS dont je parlais, de cet article-là, c'est qu'en fait, il n'y a qu'à peu près un tiers qui correspond à l'article du chercheur ou des chercheurs, et les autres, c'est des commentaires d'autres chercheurs. Donc, avant de paraître d'autres chercheurs, il y a un appel à commentaires. D'autres chercheurs vont lire l'article, proposer leurs commentaires, ça peut être des critiques, ça peut être des propositions de c'est très bien comme théorie, ce serait bien de l'appliquer à ça. Ou ça pourrait être, tiens, on pourrait l'appliquer à ci ou à ça. Vous allez retrouver Pascal Boyer dans les commentaires, justement, qui va lui dire que globalement, il est OK avec pas mal de trucs que dit Manvir, mais qu'il n'utilise pas assez les notions de content bias, dont j'ai parlé un peu avant, et que les biais dont je parlais tout à l'heure ne permettent pas d'expliquer totalement l'évolution de ce genre de pratique. Donc voilà, on va laisser ce débat de chercheurs de côté, d'autant plus que je vous ai dit que de plus en plus, on faisait appel un peu aux deux approches. Et pour vous dire que vous retrouvez aussi dans les commentaires Martine Baudry, tiens, on commence à le voir souvent, ce nom-là. Et lui, justement, il va pas spécialement être plus critique que ça. Il va juste dire que par contre, il manque peut-être un élément, c'est que il explique Manvir Singh n'explique pas assez comment les chamans rendent leurs croyances perméables à la critique. Imperméables, pardon, c'est l'inverse. Pourquoi ? Parce que on est tous d'accord, en fait, les chamans, ils produisent pas de bons outcomes. Ils sont pas capables vraiment de faire pleuvoir, et on leur demande pas non plus n'importe quoi. On leur demande des trucs, mais globalement, on va pas leur demander de faire repousser les bras ou les jambes des gens, parce qu'ils n'y arriveraient pas, ils seraient décrédibilisés. Donc ça veut dire qu'ils ont réussi certainement à produire d'une manière ou d'une autre quelque chose qui évite la critique. Et donc, justement, ça va être, vous l'avez vu dans l'article, Martine Baudry, Massimo Pigliucci et Blanqueux vont montrer comment les pseudosciences, elles, développent des stratégies pour se rendre imperméables à la critique. On arrive enfin à la deuxième partie, à l'évolution culturelle des sciences et des pseudosciences. Et déjà, il faut bien comprendre qu'en fait, forcément, si on parle de pseudosciences, c'est que derrière, il y a eu des sciences. D'une certaine manière, on peut parler un peu d'effet Batman, en fait, dans les pseudosciences. De la même manière que le Joker, il n'existe que parce qu'il y a le Batman, et les pseudosciences, elles n'existent que parce qu'il y a les sciences. D'une certaine manière, elles sont là, les pseudosciences sont les némésis des sciences. Elles se revêtent un peu des habits scientifiques, mais leur contenu est fondamentalement différent. Et effectivement, je vous donne quelques exemples. Vous avez toute une littérature pseudo-scientifique sur conscience et quantique. Et ça aborde tous les sujets, la vie après la mort, juste la conscience en général. Là, vous avez une sorte de némésis à la fois, ça fait un beau combo, de la physique quantique, où ils vont juste reprendre des termes utilisés par les physiciens eux-mêmes, les appliquer n'importe comment, enlever toute la partie contre-intuitive, les calculs, les théories sur lesquelles elles s'appuient,
Et en plus de ça, elles vont en plus être les némésis des gens qui travaillent sérieusement sur la conscience. Et je peux vous dire que ces gens qui travaillent sérieusement sur la conscience, il n'y a rien de plus énervant pour eux que de voir toutes ces conneries qui vont se développer sur la conscience. Parce que la conscience, ça a forcément un côté mystique, impressionnant. Et c'est un terrain hyper fertile pour les pseudosciences. Vous avez également pour la médecine, là je vous présente la chromothérapie, je vous en parle parce que ce ne sont pas très connu, ça existe. Ça va être un mélange de quelques mots médicaux et ça reprend un peu ce qu'on a vu sur l'orgone, hein, l'idée d'énergie, de prana, tout ce que vous voulez. Et des séances de chromothérapie, c'est hyper sympa. On vous passe une main un peu au-dessus du corps, comme un magnétiseur. On dit, ah tiens, je pense que là, ça va pas. Les poumons, admettons. Et on va vous dire, ah oui, attends, je pense que tu manques un peu de bleu. Et ils ont des lampes, après, ils mettent des filtres bleus et ils vous mettent du bleu. Et en fait, c'est parce que c'est une médecine holistique, vous voyez. En plus, ils font remonter le terrain, les énergies. Après, voilà, vous allez mieux. Médecine holistique. Donc là, pareil, on reprend les concepts un peu des sciences médicales et on en fait un peu n'importe quoi. Et ça, pareil, ça marche relativement bien, c'est assez attractif. Et vous avez également, pour le domaine de la psychologie ou de la neuro, vous avez des gens comme ici Aberkan qui écrivent des traités de neurosagesse et qui vont reprendre. Donc globalement, ça va être des écrits extrêmement creux dans lesquels il y a très très peu de choses en fait qui ne sont pas absolument triviales, mais qui vont être toujours enrobés avec des concepts, par exemple, de neurosagesse, de neuroergonomie, et avec une sorte de faux semblant de on s'appuie sur des choses neuroscientifiques, puis ça fait extrêmement sérieux d'être neuroscientifique parce qu'on étudie le cerveau, et ça permet du coup de se donner cette aura de prestige, mais tout en se rendant attractif au plus grand public parce que en fait on parle de choses extrêmement triviales et extrêmement voilà, très terre à terre sans dire grand chose. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ces choses-là sont attractives. Pourquoi, par exemple, pour imaginer quand même que depuis la révolution scientifique, ça devrait être un peu balayé tout ça. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que certes, la magie a eu tendance à disparaître, mais on a un peu l'impression qu'elle est revenue par la porte de derrière avec un habit scientifique et que du coup, aujourd'hui, c'est devenu les pseudosciences, de la même manière que le créationnisme est devenu l'intelligent design. Alors, déjà, il faut essayer de comprendre comment la pratique scientifique elle a été sélectionnée, parce que ça ne va pas de soi. C'est quand même une institution remplie de gens qui pratiquent des trucs qui est hyper contre-intuitif pour la plupart des gens. Si vous demandez à des doctorants de raconter des fois au repas de famille, quand ils racontent leurs recherches, l'effet que ça fait, ça peut être, en fait, on voit des yeux un peu grands comme ça, avec des gens qui ils se disent, ok, ça a l'air intéressant, ça a l'air profond, mais je vois pas. Alors, l'article justement de Boudry et compagnie, leur point, c'est que la science s'est construite autour de l'idée de sélection épistémique, c'est-à-dire de ce qui est central dans l'activité scientifique, c'est de retenir le vrai et de rejeter de ses frontières l'erreur. Et ils nous disent, en fait, l'objectif fondamental de la science, il n'est pas différent de celui d'acquérir du savoir dans la vie de tous les jours. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a que la méthodologie qui est plus complexe, souvent contre-intuitive. Je veux dire, quand vous y pensez, c'est vachement plus intuitif. Quelqu'un qui dit, tiens, moi j'ai pris une tisane ou un médicament ou un machin et je me sentais vachement mieux après, que de vous dire, ah ben non, pour tester l'efficacité d'un médicament, on va faire un essai randomisé en double aveugle, on va faire des statistiques, on va faire ci, on va faire ça. C'est hyper contre-intuitif par rapport à une méthode de juste, ah bah moi je l'ai essayé, ça marchait bien pour moi. Et en fait, quand vous y pensez, sur un plan évolutionnaire, c'est pas idiot. Dans les problèmes que les ancêtres, les premiers humains avaient comment dire, c'est un mot anglais qui me vient en tête, je sais pas pourquoi je suis pas bilingue, à face, bon bref, vous avez compris, c'est des choses qui ont absolument rien à voir avec ce avec quoi on traite dans les sciences à un point de vue des fois plus abstrait ou vachement plus pointu. Du coup, le processus de sélection et de rétention des informations au sein de la communauté scientifique, il est répété de nombreuses fois. C'est ce qui lui assure, d'une certaine manière, son succès. Vous avez les premières personnes qui vont étudier certains phénomènes, qui vont peut-être aller un peu au-delà des intuitions générales,
mais ça restera encore de l'ordre de l'intuitif. Et pour nous, avec notre regard historique, on se dira, bah tiens, c'est bizarre, bon, c'est quand même des drôles de choses, mais au début, ça faisait sens. Mais comme on peut retenir l'information grâce à des procédés culturels comme l'écriture, comme les livres, en tout cas les parchemins au début, ou les tablettes, etc., et ben, du coup, on peut répéter ces sélections, essais, erreurs un grand nombre de fois au cours de l'histoire, et les générations d'après peuvent arriver et dire, OK, bon, bah, en fait, moi, ça me paraît pas tout à fait juste tout ça. Il faudrait peut-être explorer davantage, ou des gens se diraient, ah ouais, c'est pas mal, mais c'est pas poussé assez loin, il faudrait aller plus loin. Ça produit des changements graduels, d'abord au sein des communautés, parfois au sein de la population générale, parce que évidemment, aujourd'hui, par exemple en Europe, si on interroge les gens, si, ils pensent que l'être humain a été créé de toutes pièces ou s'il descend d'une lente histoire évolutive, bon, aujourd'hui, c'est bien acté. Mais en réalité, si vous allez un peu plus loin, que vous essayez de voir si les gens connaissent les mécanismes qui ont lieu et comment fonctionne cette évolution, beaucoup de gens sont incapables de vous répondre et vont en fait se planter et vont être dirigés par leurs intuitions un peu finalistes ou un peu essentialistes. Et en soi, c'est pas si grave. C'est juste pour vous montrer que même si la science professionnelle parfois arrive à déborder sur la population générale, ça ne veut pas forcément dire que absolument tout ce qu'elle a produit a été compris ou acté. Et du coup, un élément central de la science, c'est cette idée, dont Popper parle souvent, de freedom of conjecture et de severity of criticism. Là, les auteurs, ils font une analogie avec la sélection naturelle. Je trouve ça un peu maladroit, parce que c'est une bonne image, mais comme ils font parfois aussi référence de manière, cette fois-ci, non analogique à la sélection naturelle pour expliquer certaines choses, ça peut induire le lecteur en erreur. J'ai eu quelques questions qui m'ont été posées par mail où j'ai eu l'impression qu'il y avait eu une mauvaise compréhension par rapport à ça. L'idée à retenir de ça, elle est toute bête en fait. C'est pour ça que je dis que c'est une image. C'est censé aider à mieux comprendre. Là, je trouve que ça tombe un peu à l'eau. Mais l'idée, c'est que tout le monde est libre d'arriver avec son hypothèse, son idée. Tout. Demain, vous voulez soumettre à un journal, même sans être thésard, sans rien, un papier, vous pouvez. Par contre, les reviewers vont peut-être vous refuser direct. Enfin, l'éditeur va vous dire, bah non, c'est n'importe quoi. Mais vous avez le droit. Tout le monde le peut. Et ça, c'est un peu comme dans la sélection naturelle, c'est un peu le pool génétique. D'une certaine manière, c'est pas plus mal parce que ça veut dire que vous avez un pool génétique extrêmement large et donc du coup, bah, plus de possibilités de peut-être dans le lot, il y a la bonne stratégie ou la bonne mutation qui permet une stratégie optimale pour la pression de sélection. Et là, la pression de sélection, dans cette analogie-là, c'est cette idée de la sévérité de la critique. Eh ben, c'est une critique qui vise l'épistémique, donc du coup, on va juger extrêmement durement vos idées. Vous arrivez avec votre papier, on vous dit potentiellement, bah non, en fait, ça remplit même pas les standards minimales. Au revoir. Et du coup, ça rentre absolument pas dans les journaux, ce sera pas enseigné, ça rentre pas dans la sphère scientifique. Donc voilà, bon, ça c'est ce que je viens de dire. Du coup, c'est pas les théories et les faits ayant une valeur épistémique qui sont retenus, c'est aussi le type d'institution et le type de pratique et de méthode, ainsi que l'éthos. Par contre, il faut se dire, c'est là où on peut tirer un peu leur analogie, ça ne veut pas dire que le fonctionnement de la science aujourd'hui est optimal. De la même manière que quand on étudie un animal dans son environnement, ça veut dire que les adaptations qu'il possède sont optimales pour son environnement. C'est-à-dire que oui, ça peut être extrêmement bon dans son environnement, mais il ne faut pas oublier que dans l'évolution, il y a une part de hasard. Et certes, beaucoup de comportements ont l'air optimaux, mais l'évolution est contrainte aussi par l'architecture biologique des êtres vivants. Donc, ce n'est pas toujours optimal. Bah, c'est pareil pour les institutions scientifiques. On avait reçu une très bonne question sur ça, en fait, sur, bah oui, mais du coup, on a des problèmes en sciences. Par exemple, on a le publish or perish, c'est-à-dire un chercheur doit publier pour espérer avoir des postes qu'il n'a pas forcément. Puis s'il veut garder ses postes dans certaines institutions, il faut encore plus publier. Ça pousse aussi à faire de la mauvaise science. Ça pousse à la crise de la reproductibilité. On aura un cours là-dessus, avec un excellent invité. Et oui, c'est vrai, tout n'est pas optimal. Et d'ailleurs, les auteurs seraient le premier à le dire.
En fait, le but, c'est pas de dire que les institutions sont optimales, mais en tout cas, il y a cette sélection épistémique qui est opérée. Ça, c'est indéniable. Et ça marche bien, au moins, sur le plan de la connaissance qui est créée. Grâce à ça, on a quand même produit une multitude de sciences et de connaissances. Mais oui, évidemment que, et d'ailleurs potentiellement, que certaines institutions ne sont pas optimales, peut-être que avec l'impulsion des chercheurs, elles vont être amenées à changer, parce que je l'ai dit, si vous poussez les gens à tout le temps publier, vous poussez les gens aussi à moins prendre de recul sur ce qu'ils font et à publier vachement plus de conneries ou de trucs mauvais. Et ça, ça c'est hyper mauvais pour la science, parce que d'une, vous perdez en réputation, et en plus, vous perdez en crédibilité. Aujourd'hui, vous prenez un papier de psychosocial, c'est quand même grave de se dire, merde, j'ai peut-être une chance sur 2 que le truc, il réplique pas. Bon, aujourd'hui, ça s'est un peu amélioré, mais c'est quand même embêtant, disons. Donc, bien qu'on souffre de biais de confirmation, etc., voilà, donc, on en revient, hein, c'est pas l'idée qu'on est tous biaisés et que c'est pas bien, c'est que c'est comme ça, voilà. La rationalité des sciences, elle émerge de son aspect collectif, c'est ça qui permet ça, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, vous pouvez avoir même des chercheurs qui vont croire en des trucs farfelus. Si à côté leurs papiers sont bons, on retiendra que ça. C'est un peu aussi l'idée d'assembly bonus effect. C'est très étudié en psychologie. Vous demandez à des gens de réussir des tâches cognitives seuls ou à plusieurs, à plusieurs, vous y arrivez mieux. C'est un des bienfaits de la science, c'est le travail en communauté. Bien entendu, parfois, ça avance considérablement la connaissance avec un individu, mais c'est un mythe, la plupart du temps. De toute façon, ce qu'il a fait et produit n'aurait pas été possible sans les avancées précédentes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui arrivent et du jour au lendemain vous révolutionnent un sous-champ ou apportent des outils pour le faire progresser. Ça, c'est indéniable. Et les auteurs donnent 2 exemples, moi j'en donne un petit troisième, pour montrer en fait comment culturel de la science. Ils nous disent par exemple que la génétique, il se base sur un article de David Hull, un excellent philosophe de la bio et historien, que malgré une réticence des premiers généticiens à donner une conception matérielle du gène, leurs études sur le fonctionnement de la génétique, ça n'a pas tenu compte de leur avis sur ça, et aujourd'hui on a une conception purement physique du gène. La phrénologie, à un moment ça a pu sembler plausible, mais trop d'obstacles théoriques et empiriques, donc abandonné, purement, simplement. Je suis même pas sûr qu'aujourd'hui, je sais pas, je connais pas assez l'histoire des neurosciences ou de la psycho, mais je suis même pas sûr qu'en réalité, c'est permis des avancées. Au moins, en tout cas, ça aura permis de montrer que c'était pas fertile. Et un autre exemple, c'est pour ça que je le donne, parce que ça permet d'illustrer le point que je disais. Ronald Fisher, par exemple, c'est un biologiste qui est arrivé et qui a littéralement apporté des tonnes d'outillages qu'on utilise en recherche, que plein de chercheurs qu'on utilise en recherche. Il a eu un apport scientifique et philosophique énorme, notamment sur les outillages statistiques. Il y a plein de trucs qui s'appellent machin de Fisher en stat, plus connu étant le F de Fisher, mais ça reste quelqu'un, malgré ce côté génie scientifique qui a apporté des outils incroyables et qui sont, comme je disais, utilisés en biologie ou en psychologie. Il soutenait également le réalisme des races, et on ne peut même pas lui laisser le bénéfice de à l'époque c'était quand même vachement répandu. Non, à l'époque c'était déjà une idée vraiment hyper presque plus admise. Et les biologistes ils parlaient déjà de population, et une population c'est quoi? Vous pouvez avoir nos populations occidentales ça se base sur les parentés génétiques, la proximité génétique. Vous pouvez avoir 2 populations d'Occident qui sont plus éloignées génétiquement qu'une population d'Occident et une population d'Afrique du Sud. Et le concept de race est aujourd'hui, à part quelques scientifiques marginaux, en fait, et ces philosophes marginaux, ça a abandonné. Et vous voyez, la science, en tout cas en tant qu'institution et pratique, a absolument rien retenu de Fisher là-dessus. Voire même aujourd'hui, il y a des débats éthiques sur est-ce qu'il faudrait encore garder son nom, étant donné qu'il semblerait qu'humainement, il ait propagé des idées pas top, et du coup, l'eugénisme, entre autres, en plus du réalisme des races. C'est un débat éthique qu'on ne va pas soulever ici, je le mentionne quand même, il existe. Et je termine un peu cette évolution culturelle de la science pour justement montrer un peu, renforcer un peu cette idée
de comment elle a évolué comment dire, et comment en fait elle a pu exclure ou garder certains éléments. Vous avez cet excellent livre de Michel Morange, qui est à la base un biochimiste, qui s'est ensuite tourné du côté de la philosophie de la biologie et de l'histoire des sciences, qui a écrit et j'ai eu la chance de l'avoir en enseignant maintenant en histoire de la biologie, qui est juste excellent. Et l'année où je l'ai eu, il venait de faire paraître ce livre. Et en fait, c'est divisé par chapitres. Vous avez des chapitres sur la plupart des périodes de l'histoire. Et vous avez toujours une petite note à la fin sur mise en perspective, qu'est-ce que nous, on peut en tirer historiquement, philosophiquement. Et par exemple, il nous montre que dans les débuts, les prémices de la biologie et de la médecine, dans l'Antiquité, il y avait une méthode souvent utilisée, c'était le raisonnement par analogie. Et le raisonnement par analogie, ça consiste en quoi? C'est par exemple, on observait que dans certaines maladies, les femmes, elles étaient plus susceptibles d'accumuler de l'eau dans certaines maladies. Et la réponse des auteurs dans le corpus hippocratique, qui a fait quand même référence à un petit moment, il est simple. C'est parce qu'en fait, le corps de la femme, il est mou. Alors pourquoi, vous me direz, il est mou? En fait, il est mou parce que il prenait cette expérience. Si on prend de la laine non tressée et un drap de laine, on place les deux dans une même atmosphère humide. La laine se charge beaucoup plus d'eau que le drap. Voilà, c'est fin du raisonnement. Vous en tirez ce que vous voulez. Mais pour vous montrer que, oui, évidemment, ça semblait peut-être très intuitif fut un temps, mais par sélection, on va dire, et rétention d'informations, ça sera très, à part les historiens, ça va complètement disparaître. Et juste pour donner un peu cette histoire de gène, de nature du gène, je vous dis très rapidement, en fait, c'était quoi un peu les hypothèses à ce moment-là? Qu'est-ce que c'était qu'un gène? En fait, il faut savoir qu'à l'époque, les généticiens, ils travaillaient beaucoup sur les poids. On commençait à bien connaître les mécanismes d'hérédité, mais c'était de l'ordre de l'invisible, on n'observe pas le gène, c'était un construit théorique. Et du coup, les premiers généticiens, il y en a beaucoup qui disaient que, par exemple, comme Bateson, ils pensaient que le gène, ce n'était pas un objet, mais une sorte de chose, une vibration, une onde, quelque chose de dynamique. Et du coup, toute cette histoire-là des sciences et de rétention d'informations, de rejet de ce qui marche pas, c'est pour cette raison qu'elle va être sauvegardée, on va dire, culturellement. C'est qu'on voit bien que, en tout cas, ça progresse et que ça marche de plus en plus. Ou en tout cas, que ça marche mieux que d'autres trucs. Alors certes, ça va devenir de plus en plus contre-intuitif, mais ça marche. Et aujourd'hui, la science, elle a gagné un respect énorme, notamment parce qu'elle arrive à produire les technologies qu'on arrive à produire sur la base des connaissances scientifiques et simplement parce que ça semble avoir étendu notre connaissance. Alors du coup, on a toujours cette question, alors pourquoi les pseudosciences continuent de prospérer? Donc ça, c'est ce que j'ai plus ou moins dit, la science, elle vient perturber sans cesse nos intuitions. L'idée de la Terre en mouvement, micro-organismes qui peuvent tuer des humains, des objets solides en grande partie composés d'espace, et on pourrait même d'ailleurs ajouter que l'idée de biais, dont je parle depuis tout à l'heure, content bias, etc., c'est un peu contre-intuitif. Le biais, vous ne l'expérimentez pas. C'est-à-dire, on n'est jamais en train d'en faire l'expérience. C'est nos heuristiques qui fonctionnent comme ça, et quand on fait une erreur de raisonnement, on ne s'en est pas rendu compte. Et ça aussi, c'est contre-intuitif de dire à quelqu'un, ouais, mais tu as plein de mécanismes qui fonctionnent sans que tu t'en rendes compte, et qui des fois, si tu cherches la vérité, t'induisent en erreur. C'est quand même vachement contre-intuitif. Et du coup, il y a des croyances intuitives plus séduisantes que d'autres. Voilà. La théorie de l'évolution, ce qu'elle nous dit de l'espèce, de son évolution, du fait que le concept d'espèce n'est pas essentiel, c'est-à-dire c'est un construit, on a du mal à donner une définition même opératoire. Les espèces évoluent dans le temps de manière difficile à imaginer, versus la catégorie d'espèces que la plupart des gens ont, comme une essence immuable, et du coup, voilà, la force aveugle qu'est l'évolution, elle vient choquer ces intuitions-là, qu'elles soient essentialistes, finalistes. On va y venir justement à d'où proviennent ces intuitions essentialistes et finalistes. Ça fait partie des mécanismes que dans l'article, qu'il pointe du doigt comme engendrant justement certains types de croyances. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais un peu au début de ces approches cognitives de la religion.
C'est pour montrer que là, c'est pareil, ça fonctionne de cette manière. On cherche à comprendre les effets secondaires de certains mécanismes cognitifs et pourquoi certaines croyances vont être intuitives. Donc, je le redis, sans support institutionnel dont la science est bénéfique, et le prestige dont elle bénéficie dans notre culture, l'attraction culturelle de la science s'effondrerait purement simplement. Et des systèmes de croyances similaires, du coup, en apparence avec la science, mais fondamentalement très différents, ils vont se mettre en place. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'elles vont comme hacker un peu les croyances des gens en se parant de cet aspect respectable scientifique, mais en proposant un contenu plus intuitif. Donc, on revient à cette histoire d'organes, quoi. Comment ça se fait que ça se vende? Comment ça se fait que les gens y croient? Pourquoi c'est aussi florissant? Déjà, je le répète encore, parce que c'est quelque chose qui, même parfois, chez certains psychologues ou philosophes, est colporté, c'est pas parce que les gens sont crédules, pas parce que les gens sont idiots. C'est autre chose. Il faut faire il faut être charitable, interprétativement, pour essayer de comprendre ce phénomène. Donc, évidemment, est-ce que la pseudoscience, elle doit son succès à sa valeur épistémique? Absolument pas. Ça produit, ça produit aucune connaissance, ça parasite même, ça vient parasiter le tout. Ça c'est sûr que non. On pourrait avoir d'autres hypothèses, du genre le charisme d'un fondateur. Fondateur arrive, il fonde sa petite pseudo-science. Lui, il s'avère que ça marche bien, il arrive à vendre ses bouquins, il arrive à en vivre. Mais donc ça, on en revient, ce que je disais tout à l'heure, ce serait du context bias, c'est-à-dire un biais de prestige, ou un biais de conformité, parce que plein de gens vont venir suivre un gourou. Mais en fait, c'est un peu comme pour la religion, ça peut peut-être permettre d'expliquer dans le détail pourquoi, par exemple, sur une même niche pseudo-scientifique, par exemple, je sais pas moi, la neurosagesse, pourquoi il y a un mec ou une femme qui arrive à bien se vendre et puis les autres pas. Bon, ça peut-être parce que il y en a un qui a développé des techniques qui, malgré lui, il arrive à être plus, je sais pas moi, attractif, à mieux enrober son produit. Mais ça ne permet pas d'expliquer la présence des pseudosciences et ni son côté universel et au sein de certaines cultures, pas si universel du coup, dans les sociétés, dans certaines sociétés, et leur diversité. On pourrait dire que c'est les aléas de l'environnement politique et culturel. Bon, ça doit sûrement jouer un peu. Encore une fois, ce n'est pas très explicatif. Ça peut être l'attention de la presse. Par exemple, vous avez quand même des organes de presse qui vous vendent de l'homéopathie, qui en parlent, qui vont parler de certaines médecines alternatives. Mais encore une fois, ça ne permet pas d'expliquer son attractivité. Les gens ne gobent pas tout ce qu'on leur dise. On va y arriver à cette notion-là. Bref, en tout cas, ces explications-là, ça ne permet pas d'expliquer le succès des pseudosciences en général. Il faut en revenir à cette idée que potentiellement, le contenu des pseudosciences, c'est-à-dire les individus qui produisent certains types d'énoncés, ces types d'énoncés, ils vont avoir un contenu qui est attractif. On revient à cette idée d'attracteur cognitif et de content bias, c'est-à-dire certains contenus spécifiques vont en fait agir, vont être, imaginez ça comme des aimants. Il va y avoir des pôles et du coup, certains types d'énoncés avec certains types de systèmes d'inférence ou de systèmes cognitifs, ils vont mutuellement s'attirer et du coup perdurer, être facilement mémorisés, partagés et créer des niches. Donc voilà ce que je disais à l'instant, rappel, l'esprit n'est pas une tablette vierge. Les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure de systèmes cognitifs qui permettent la reconnaissance des visages, d'attribuer des désirs ou des intentions aux autres, tout ça, c'est pas simplement de l'acquis. J'ai pas le temps de parler de d'inné et d'acquis, mais disons que ça fait très peu sens maintenant de parler d'inné et d'acquis. Même ce qui est appris, par exemple, la reconnaissance des visages dont je parlais tout à l'heure, un bébé n'y arrive pas encore très bien, mais au bout, c'est comme un algorithme, il a juste besoin de s'entraîner un peu sur les visages, et au bout d'un moment, il reconnaît les visages. Bon, voilà, c'est un peu ça, c'est-à-dire même des mécanismes plastiques
qui ont besoin d'apprendre pour exister, ils ne sont pas encodés nulle part, quoi. Ils viennent d'un système cognitif, c'est juste que celui-ci est plus plastique. Donc la culture, ce n'est pas des éléments flottants dans le ciel, des idées qui viendraient se graver sur cette tablette et nous influencer. J'y reviendrai un peu plus tard, du coup on ne croit pas tout et n'importe quoi et pour n'importe quelle raison. Il y a des mécanismes qu'on appelle la vigilance épistémique, qui sont très étudiés en sciences cognitives et qui montrent que oui, non, les gens croient certaines choses, pas juste parce que, en fait, la plupart du temps, on est rationnel, la plupart du temps, nos mécanismes nous permettent de mener une vie tout à fait normale. On ne croit pas tout n'importe quoi, on ne va pas manger quelque chose qui nous paraît suspect, on ne va pas partir dans un endroit qui nous paraît suspect. Si quelqu'un nous dit, tiens, moi je sais où tu peux devenir riche, fais ci, fais ça, bon, la plupart du temps, 99% du temps, les gens ne vont pas y croire. On possède des mécanismes, donc c'est ce qu'on a communément appelé en psycho ou dans les approches cognitives de manière générale. Ça, du coup, on prend la philosophie dedans. Même certains de ces noms-là viennent de la philosophie de l'esprit initialement. Folk physique, folk biology, folk psychology, theory of mind, etc. On va rentrer un peu dans le détail de certains de ces mécanismes. Et donc, du coup, voilà, on revient à cette idée-là, les pseudosciences et de nombreuses formes de religion, elles ont sacrifié l'intégrité intellectuelle au profit de l'intuition. Voilà, c'est l'idée. Donc, du coup, cette hypothèse soulève plusieurs questions. Quel contenu adoptent-elles les pseudosciences pour se rendre attractives? Comment elles gèrent le problème du manque de valeur épistémique? Parce qu'évidemment, comme elles produisent rien, comment elles se rendent imperméables à la critique? Comment elles font pour éviter qu'elles soient débunkées, ou même quand elles sont débunkées par des spécialistes, ça continue de marcher. Les gens se disent non, je veux dire, aujourd'hui, c'est plus qu'évident, par exemple, que l'homéopathie ne peut pas fonctionner, que ce soit théoriquement et même empiriquement, on a des données qui montrent que ça ne marche pas. Mais même en sachant ça, certaines personnes continuent d'y adhérer. Il y a une raison derrière. Et pourquoi imiter la science? Donc ça, j'en parlerai peu, parce que vous l'avez vu dans cet article-là, ce n'était pas trop l'objet. C'est surtout l'objet de l'autre article dont j'ai fait mention. Alors, là, je vais vous donner une petite liste, et ensuite, on va étudier chacun de ces éléments à part. Pour se rendre attirante, les promoteurs des pseudosciences jouent, sans doute malgré eux. Les charlatans existent, mais la plupart du temps, les tenants des pseudosciences sont des gens honnêtes, en tout cas qui sont convaincus de ce qu'ils disent, sur plusieurs biais. L'essentialisme intuitif, qui se base sur ce dont je parlais, la folk biology. C'est des mécanismes cognitifs qui permettent de comprendre un peu, qui attribuent certains types de réactions, ou de fonctionnement, ou de causalité au vivant. Ça nous permet de, dès le plus jeune âge, un peu comprendre ce qui se passe si, par exemple, je ne sais pas, vous marchez en forêt, ou vous rencontrez des êtres vivants ou non vivants. Très jeune, on fait déjà la distinction vivant-non vivant, et on attribue des raisons plus ou moins, on va dire, post-hoc, mais des raisons. Une sorte de téléologie intuitive, c'est-à-dire qu'on a tendance à appliquer de la finalité aux choses. Et c'est pour ça que, par exemple, la théorie de l'évolution est contre-intuitive. Et c'est pour ça que le créationnisme ou l'intelligent design peut être intuitif. Parce qu'on vient remettre l'idée de finalité. L'intentional stance, ou la position intentionnelle, c'est un peu un mécanisme cognitif qui nous permet d'attribuer de l'agentivité aux gens, des désirs, des croyances, des motivations. Les reconnaissances de formes, de corrélation. Ça, si on pense dans le détail aux pseudosciences, ça joue beaucoup, la plupart du temps, sur des corrélations fortuites qu'on interprète comme n'étant pas fortuites. Des règles tacites de communication, parce que évidemment, la communication, l'être humain étant un animal plus que social, on est une espèce extrêmement sociale, il y a certainement des mécanismes qui permettent le bon maintien des communications. Et il y a une règle tacite souvent appliquée, c'est une sorte de principe de charité, c'est-à-dire face à un énoncé, on a tendance à essayer d'en tirer le maximum de sens pour en extraire le maximum d'informations. On n'a pas intérêt à douter de tout, en fait, quand on communique. Sachant que la plupart du temps, les cas de manipulation existent, mais on est armé cognitivement pour y remédier, et la plupart du temps, on n'a juste pas intérêt à mentir. Déjà parce qu'on va réduire une ressource hyper importante, la réputation.
dans une société humaine sans réputation, les gens ne vous croient plus, ne veulent plus coopérer avec vous. Ça devient vite compliqué. Un autre mécanisme, c'est l'effet placebo, qui est bien connu. Hein. Et on retrouve aussi cette idée de minimal counter-intuitive. Oula, j'arrive plus à parler. En tout cas, d'effet légèrement contre-intuitif. Voilà, ça passe mieux en français. Et on a un peu parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il nous reste du temps? Il nous reste du temps, c'est parfait. Alors, d'où viennent ces catégories intuitives? Là, on va parler du premier objet dont j'ai parlé, premier type, c'est cette idée d'essentialisme intuitif. Je vous prends une expérience qui a été faite sur cette thématique-là pour mieux vous faire comprendre un peu qu'est-ce que c'est. En 93, vous avez 2 chercheurs qui vont prendre des enfants de 4 ans et ils vont leur montrer des brèves vidéos dans lesquelles il y a des animaux, des objets réels qui se déplacent sur une surface. Après avoir visionné chaque événement, les enfants, ils devaient porter 3 jugements sur les mécanismes de causalité. Par exemple, on leur disait, est-ce que c'est une personne qui a fait bouger cet objet ou cet animal? Sur une échelle de Likert, de 1 à 7 ou 1 à 5, je ne sais plus. Est-ce que c'est un jugement de cause interne? Et un jugement de cause interne, est-ce que quelque chose à l'intérieur de cet objet l'a fait bouger? Et un jugement de cause émanente. Est-ce que cela a bougé tout seul? Plusieurs types d'animaux et d'objets vont être utilisés pour faire varier un peu le statut ontologique du truc, quoi. On va prendre à la fois des animaux, par exemple des chinchillas, des jouets à remonter. Alors, ils ont pris des sushis mécaniques. Moi, je vous avoue que je trouve ça assez baroque. Bon, c'est un sushi qu'on remonte et ça fait bouger le machin dessus. Bon, voilà. Et des artefacts transparents, par exemple un moulin à poivre, on voit au travers. Les objets qu'ils ont décidé d'utiliser, bon, c'est marrant. Vous avez 2 conditions. Une condition 1, les objets sont mis en mouvement par quelqu'un. Et une condition 2, les objets se mettent en mouvement seuls. Donc on met de manière aléatoire les enfants dans un des 2 groupes. On leur pose les questions que je vous ai montrées. Et du coup, l'objectif est de tester ces hypothèses-là. Dans la condition 1, les enfants ils font davantage appel aux causes externes que dans la condition 2, c'est-à-dire la condition où les objets sont mis en mouvement par quelqu'un. Et dans la condition 2, les enfants ils vont faire davantage appel aux causes internes et immanentes. Je vous passe le détail des résultats. Je vous le synthétise comme ça, de cette manière. Les résultats sont les suivants. Lorsque les enfants ne trouvent pas de cause externe, eh ben, ils en invoquent une qui est interne ou immanente. Les enfants ils ont tendance à invoquer une cause interne pour les animaux, ainsi que pour les artefacts opaques et transparents. Ils nient systématiquement toute cause externe pour expliquer les événements biologiques, même lorsqu'un humain porte l'animal. Et au contraire, pour eux, les événements biologiques ils sont considérés comme résultant d'une cause immanente. C'est un truc à l'intérieur, ça l'émeut. Et ça devrait vous rappeler, ou en tout cas, ces prémices de l'histoire des sciences, où c'est quelque chose, c'est l'idée de pneuma, par exemple, ou de choses qui font mouvoir de l'intérieur. Les enfants, ils font régulièrement appel à des facteurs intrinsèques, même sans connaître le mécanisme interne. Par exemple, en répondant « ça s'est fait tout seul ». Il y avait aussi des questions ouvertes. Ils ont fait un peu d'analyse. Ce qui était important, c'était la partie quantitative, mais c'était intéressant de voir les types de justifications que les enfants prenaient. Et les enfants, ils semblent faire preuve d'une croyance en un mécanisme causal sous-jacent, mais ils ne savent pas exactement ce que ça implique, ce mécanisme. Ce qui est intéressant, c'est que ce genre d'études, on les reproduit de manière cross-culturelle, c'est-à-dire sur des cultures qui sont très différentes d'une autre, donc qui ne sont pas exposées au même type d'informations. Ce qui fait qu'il semblerait que ce genre d'intuition relève davantage de quelque chose qui est intuitif pour notre cognition et qu'on a tendance à vite croire. J'ai parlé de téléologie aussi, donc d'attribution de finalité. Eh ben, ça, c'est quelque chose d'assez classique. Souvent, les phénomènes naturels, ils sont interprétés comme ayant été provoqués par des êtres surnaturels. On a un peu parlé quand on parlait de religion. Il s'agit de tremblements de terre, d'éclairs, d'arc-en-ciel, naissance, mort, etc. Maintenant, on passe à cette idée de posture intentionnelle, de position intentionnelle. Ça a été développé, on retrouve encore Dennett, je parlais tout à l'heure.
Donc du coup, selon Dennett, il y a donc c'est une disposition de l'esprit pour évaluer les comportements en termes d'états mentaux, désir, croyance, motivation. Donc par exemple, bah, on va penser que l'action de l'agent est entièrement rationnelle, que l'action de l'agent est entièrement raisonnable, que l'agent a certaines croyances, que l'agent désire des choses, que l'action future de l'agent, ça peut être prédit de ses croyances et de ses désirs. Donc voilà, c'est quelque chose pareil qui est du type, c'est une forme de folk psychology. Ça nous permet minimalement de comprendre nos interactions sociales et d'en faire sens. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça, la façon dont nos processus décisionnels se font, la façon dont on est orienté par nos désirs ou pas. Mais minimalement, on a cette sorte de théorie intuitive qu'on ne rationalise pas de cette manière. Ça, c'est quand on le rationalise, quand on le met sur papier. Mais sinon, on l'utilise sans s'en rendre compte. Et l'effet secondaire, bah, il est simple, c'est que on attribue des intentions et des motivations là où il n'y a que des motifs aléatoires. Théorie du complot, intelligent design. Et ça sous-tend également bah, les croyances dans la sorcellerie, les possessions démoniaques. Pour vous donner un autre exemple, je vous montre cette petite vidéo. C'est une étude de chercheurs qui est très connue, où en fait on projette des formes, on va dire, qui sont censées être juste des formes qui bougent, et on essaie de voir comment les gens interprètent ce qui se passe. Donc voilà, essayer voilà, jouer le jeu, essayer de vous construire un peu une histoire dans votre tête avec ce que vous allez voir. Voilà. Juste des triangles, des ronds, une boîte. Voilà, déjà, moi, je ne sais pas pour vous. Moi, je trouve que le triangle, là, il a des problèmes de colère. Pas très sympa. En plus, il y a le petit rond, là. Bah, ça a l'air de le faire un peu flipper quand même, ce qui est en train de se passer, là. Bon, il va se cacher quand même, le pauvre. Il a un peu peur. Bon, l'autre, il essaie de se cacher, là, je pense, parce que l'autre triangle, il est quand même bien remonté, quand même. Là, on ne sait pas trop ce qu'il fait, quand même. Là, moi, je le trouve un peu dangereux, ce triangle-là. Qu'est-ce qu'il veut lui faire au petit rond? L'autre, là, il prend son courage à deux mains. Il se dit, non, non, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Hop, il sauve le petit rond, quand même. Ça, c'est pas mal, ça. Bravo, le triangle. Donc attention, voilà, là on a le 2. Le grand triangle qui va à la poursuite des gentils petits triangles et ronds. Hop, on arrive à s'enfuir. Tout est bien qui finit bien. On laisse le méchant tout seul. Fin de l'histoire. Bon, je ne sais pas comment vous l'avez interprété, je vous avoue, j'ai un peu fait les commentaires. Mais globalement, vous voyez bien que même sans les commentaires, en fait, si vous regardez ça, on est tous une histoire qui se monte dans nos têtes. C'est hyper intuitif de se dire, bah ouais, il se passe un truc quand même. Et pourtant, bah, juste une boîte, des triangles et des ronds quand même. Hop. Et donc, du coup, j'ai repris ce petit graphique de tout à l'heure que je vous présentais. Et que j'ai un peu modifié. Donc, vous voyez qu'ici, par exemple, le domaine propre de ce mécanisme-là, bon, bah, il est de déduire des raisons, des désirs, des motivations d'agents. Mais que il est aussi activé par des formes, par des personnages de fiction ou par des fantômes, par exemple. On attribue des intentions, des désirs, des motivations à des trucs surnaturels et qui n'existent pas. Est-ce que, Florian, tu peux me confirmer que ça tourne toujours l'enregistrement? Oui, il a coupé pendant 30 secondes à un moment, mais je l'ai remis. Ok, d'accord, c'est bizarre. Alors, combien de temps il nous reste? C'est jusqu'à 45, c'est ça, hein? Ah, alors, bon, on aura à peu près le temps de finir, je pense. Il reste cet élément de pattern recognition. Donc, si on prend en compte l'idée générale dont on parlait d'error management theory, où on attribue des choses à ce qu'il ne faut pas, bah, nos mécanismes de reconnaissance de motifs généraux et de corrélation, bah, c'est utile la majorité du temps, mais parfois ça peut donner des effets secondaires. Bah, la graphologie, la phrénologie, voilà, on associe des choses qui n'ont rien à voir ensemble,
Par exemple, je vous lis ce petit élément-là, donc un petit livre de dictionnaire des rêves. Par exemple, à l'entrée cadavre, on vous dit que quand il y a un cadavre qui apparaît, eh ben, en fait, ça veut dire que le rêveur, il doit enterrer une fois pour toutes ses souvenirs, son passé, tout ce qui est mort en lui et hors de lui. Et alors, je ne vous lis pas le reste, hein, mais pour citer un grand philosophe, le roi Lot dans la série Camelot, Tempora mori, tempora mundis recorda. Voilà, ça par exemple, ça ne veut absolument rien dire, mais l'effet reste le même. On a également, j'ai mentionné la conversational rules. Par exemple, le principe de charité pour interpréter le message de nos interlocuteurs afin d'en extraire le maximum d'informations pertinentes. Et donc, du coup, la plupart des individus cherchent à formuler des énoncés qui font sens et qui sont vrais la plupart du temps. L'effet secondaire, c'est qu'on est prompt à attribuer du sens à des énoncés vagues qui n'ont aucun sens. Et si Florent, tu peux nous dire juste 2 minutes, par exemple, nous parler rapidement de manip expérimentale que tu as fait, où les gens vont par exemple trouver du sens et être émus par des énoncés générés aléatoirement. Oui, alors c'est un peu dans le même principe. Donc là, le cadre que vous avez décrit, Geoffrey, c'est l'idée que certaines choses se propagent et ont un certain succès parce que ils tapent dans des mécanismes intuitifs. Et c'est pas forcément des biais, des fois, c'est parce que ça peut avoir une certaine résonance avec nous. Et donc, récemment, il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites sur, alors c'est le terme technique dans la littérature, sur le pseudo-profound bullshit. C'est-à-dire qu'il y a des psychologues qui ont commencé à étudier quels sont les mécanismes qui font que des phrases qui ont l'air un petit peu profondes, mais qui ne veulent pas dire grand-chose, en fait, plaisent et sont partagées par les gens. Et alors du coup, là, j'ai pas les exemples sous les yeux, mais c'est des études où en fait, alors pour être bien sûr que c'est pseudo-profond, c'est des phrases en fait qui sont générées aléatoirement par des machines, pas par des humains. Donc, techniquement, elles doivent pas dire grand-chose. Donc c'est des phrases qui sont générées par exemple à partir de machine learning sur les tweets de Deepak Chopra. Donc ça compile tous les tweets de Deepak Chopra, puis ça crée des phrases un peu au hasard. Donc, il y a des psychologues qui ont créé un peu des phrases comme ça et qui ont commencé à donner ça à des participants pour vérifier les mécanismes en jeu dans l'appréciation et le fait d'aimer ces phrases et de vouloir les propager et les partager. Et donc, les articles les plus connus qui ont été publiés sur le sujet, ils sont surtout concentrés sur le fait de savoir si c'était bien des mécanismes intuitifs qui étaient impliqués dans le fait d'apprécier ce genre de phrases et de vouloir les partager. Et donc, ce que ces études ont trouvé, c'est juste que les personnes qui sont plus intuitives, alors je vais te décrire ce que ça veut dire, ont tendance à trouver ce genre de phrases plus profondes et à les trouver plus intéressantes. Donc, plus intuitives, qu'est-ce que ça veut dire en psychologie? Ça veut dire qu'ils font plus confiance à leurs premières impressions automatiques plutôt que sur un raisonnement explicite. Hein. Donc, ça, c'est des choses qu'on mesure, par exemple, en ayant dans des tâches où on propose des problèmes de raisonnement qui ont une réponse fausse, mais qui vient tout de suite à l'esprit. Donc, une des plus classiques, par exemple, c'est imaginer qu'il y a un étang. Au milieu de l'étang, il y a un groupe de nénuphars, et tous les jours, le groupe de nénuphars double de taille. Et au bout de 48 jours, le groupe de nénuphars a recouvert toute la surface de l'étang. Combien de jours est-ce qu'il recouvrait que la moitié de l'étang? Donc là, techniquement, en général, 24, c'est le premier truc qui vient à l'esprit parce que bon, ça fait 48 jours, la moitié, c'est 24. Mais la vraie réponse, en fait, c'est 47 parce que vu qu'il double tous les jours, c'était juste le jour d'avant. Bon, c'est des problèmes comme ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est pas que les gens se trompent, mais c'est qu'ils se trompent de façon en convergeant vers la même réponse. Et donc, par exemple, ce qu'on dit, c'est que pour résoudre ce genre de problème, il ne faut pas juste être capable de calculer, parce qu'en fait, le calcul est assez simple. Il faut être capable d'inhiber une première réponse intuitive, une première impression. Et donc, dans ces études, ce qu'on montre, c'est que les phrases un peu New Age, un peu étranges, les motivational quotes, les trucs comme ça, en fait, sont beaucoup plus appréciés par les personnes qui sont intuitives en ce sens-là. Donc ça, c'est l'état de la littérature. Et la question, c'est bon, en fait, c'est très bien de dire que c'est des processus intuitifs qui sont à l'œuvre et qui favorisent la propagation de ce genre d'items, hein, de phrases pseudo-profondes. Mais la question, c'est de savoir, en fait, dans la gamme de tout ce qui est intuitif, il y a tellement de processus possibles qu'on n'a pas encore dit grand-chose.
Donc là, ce à quoi Geoffrey se faisait allusion, c'est une série d'études que j'ai faites. Donc il y en a une qui est publiée il y a longtemps, c'était juste la première pour voir si ça marchait. Mon idée, c'était que les phrases qui marchent bien, c'est celles qui évoquent un certain type d'émotion, en fait. Donc, moi, ce sur quoi j'ai travaillé, c'est le fait d'être ému. Alors, ce qui est émouvant dans la littérature sur les émotions, c'est ces cas où on a un peu les larmes qui viennent aux yeux et ça fait un peu chaud au cœur, mais pas parce que c'est triste, mais parce que c'est beau, ça a l'air de dire quelque chose sur la vie humaine, etc. Et donc, dans une première étude qui était déjà publiée, que j'avais faite, j'avais montré que les phrases qui sont jugées plus profondes, c'est aussi celles qui induisent ce type d'émotion. Et donc, celles que les gens vont trouver intéressantes, profondes, c'est très fortement corrélé à cette émotion précisément. Et là, dans d'autres études que j'ai finies mais qui ne sont pas encore publiées, ce que j'ai réussi à montrer, c'est que les gens qui, en général, sont plus facilement émus, par exemple en regardant des films, en regardant des vidéos émouvantes, sont aussi le genre de personnes qui vont trouver ce genre de phrases plus profondes et les trouver plus intéressantes. Et aussi, dans une dernière étude, ce que j'ai réussi à faire, c'est que j'ai pris des étudiants en psycho, je leur ai fait lire les phrases, je leur ai demandé de noter à quel point elles étaient intéressantes, profondes, etc. Et il y avait un groupe, non, en fait, c'était les mêmes participants, mais il y avait du bruit derrière. Et tantôt, c'était du bruit blanc, tantôt, c'était des musiques un peu joyeuses, un peu dansantes, quoi. Et tantôt, c'était des musiques un peu émouvantes, justement, qui déclenchent ce genre d'émotions. Et quand on fait la moyenne, les gens ont trouvé les phrases plus profondes quand le background musical était émouvant, quoi. Donc tout ça, c'est un exemple de cette approche que Geoffrey déployée. C'est l'idée que certaines choses sont favorisées parce qu'elles viennent taper taper au sens anglais, elles sont soutenues, elles viennent correspondre à certains besoins ou certaines choses qui nous plaisent psychologiquement. Et dans ce cas-là, c'est les phrases qui étaient jugées les plus profondes, en général, c'était vraiment celles qui induisaient ce genre d'émotions un peu positives. D'ailleurs, même sans parler de ça, il y a d'autres chercheurs qui ont trouvé un truc qui va un peu dans ce sens-là, qui est assez amusant, c'est que, en général, les gens trouvent plus profondes les phrases positives que les phrases négatives. Hein, par exemple, vous pouvez imaginer, je ne sais pas, le monde n'est qu'amour. Les gens vont trouver ça plus profonde que le monde n'est que haine, quoi. Ou il y a une force qui est plus puissante que tout dans le monde, c'est la solidarité. Ça va être plus simple que ça, les gens vont trouver ça plus profond que si vous dites il y a une force qui est plus forte que tout dans le monde, c'est l'égoïsme, quoi. Je pense que c'est un peu intuitif quand je vous le dis comme ça, mais du coup, il y a vraiment cette idée que dans ce cas-là, en fait, ces phrases, elles se propagent et elles sont jugées, enfin, elles plaisent parce qu'elles viennent correspondre à certaines features de notre psychologie. Et du coup, ça explique pourquoi, justement, les gens vont partager plutôt des phrases qui sont positives, etc., que des phrases qui sont super négatives ou des choses comme ça, quoi. Je ne sais pas si c'était exactement de ça que tu voulais que je parle, Geoffrey. Si, c'était exactement ça. Donc, alors évidemment, il ne parle pas exactement de ça dans l'article, mais ça va dans ce sens-là que donc là, il y a l'aspect émotionnel en plus, mais cette idée quand même de principe de charité où on essaie d'interpréter les messages, des fois qui sont même générés aléatoirement et qui peuvent être jugés du coup profonds, ou en tout cas ayant du sens. Sur le principe de charité, justement, j'ai un truc sympa comme ça qu'on vient de finir. C'est j'ai donné les mêmes phrases aux gens, mais avec le nom de l'auteur ou pas. En gros, c'était que des phrases de philosophes célèbres. Et les phrases sont jugées beaucoup plus profondes quand tu mets le nom du philosophe, quoi. Donc, ouais. Ouais, et puis en plus, quand tu les biaises positivement vers l'idée que ça a un sens, du coup, les types vont trouver ça plus profond, tu vois. Ouais. Donc du coup, ça va rejoindre, je sais pas trop, mais je dirais aussi peut-être le côté prestige ou autre, ou en tout cas légitime. En tout cas, ce problème-là, en tout cas ce principe-là, ça fait que ça permet d'expliquer un peu, par exemple, pourquoi. Donc là, c'est un peu par contre charlatan, mais on va retrouver ce qu'on appelle du cold reading chez les astrologues, c'est-à-dire où les médiums, les devins, ils vont se renseigner avant sur vous pour avoir des énoncés à la fois peut-être vagues, en même temps assez précis. C'est aussi pour ça que les gens aiment bien les fortune cookies. Alors, en Europe, on n'en trouve pas beaucoup, mais vous savez, ces petits gâteaux où il y a un petit message à l'intérieur, les prophéties obscures, genre Nostradamus, ou l'interprétation des rêves, dont j'ai parlé juste avant. L'effet placebo, on ne va pas en dire grand-chose. Il est défini par les chercheurs comme phénomène psychobiologique qui survient dans le cerveau du patient après administration d'une substance finaire d'un traitement physique
simulée qui est accompagnée de suggestions verbales et d'un bénéfice clinique. L'effet nocebo, c'est la contrepartie négative, avec des attentes négatives d'une aggravation d'état clinique. Il y a plein d'expériences marrantes du type on envoie des gens en montagne et si jamais ils croient que c'est des montagnes qui font mal à la tête, en moyenne, quand on mesure leur état physiologique, ils sont plus stressés, ils ont plus mal à la tête, ils sont moins bien, alors que l'autre groupe à qui on n'avait rien dit, ils n'ont pas ce problème. Donc ça permet aussi d'expliquer un peu l'attractivité, je dirais, de certaines pratiques, surtout pseudo-médicales, du coup. Surtout pseudo-médicales, que ce soit, je parlais de chromothérapie, mais de Reiki, voilà, tout ce qui est énergétique, quoi, le magnétisme, etc. Je déborderai un peu ceux qui doivent partir. N'hésitez pas à partir, de toute façon. La vidéo dans son intégralité sera sur MediaServer. Donc ensuite, les auteurs vont donner des exemples en fait, de phénomènes attractifs pour illustrer comment certains éléments que je viens de mentionner sont recrutés ou pas. Par exemple, d'un point de vue cognitif, les théories créationnistes, elles ont un avantage considérable sur la science moderne. Ça résonne avec les intuitions essentialistes sur le monde vivant. Ça enracine l'opinion de bon sens, la phrase est un peu bancale, je la retravaillerai, mais que la complexité, elle peut pas surgir de nulle part, en fait, par le jeu du hasard ou de la nécessité. Ça exploite bien sûr la téléologie, l'idée de finalité. Les choses ont un sens, elles sont là pour quelque chose. Et ça donne plein effet à la posture intentionnelle. On attribue de l'ingentivité à des entités surnaturelles. Ça, on a vu que c'était le cas déjà dans les religions. Bon, c'est pleinement recruté dans les pseudosciences type Intelligent Design. Je parlais justement des médecines alternatives. Ça permet de répondre à notre question sur l'orgone et les orgonites. Pourquoi ça marche bien? Voilà, il y en a beaucoup qui se fondent sur le concept intuitif de fluide, d'essence, vous voyez, des mécanismes assez essentialistes, quoi, et de rétablissement des équilibres entre différents éléments, de force de yin, yang, etc., de purification, de précaution contre la contamination, nettoyage de chakras, nettoyage de l'âme. Donc là, on va recruter l'essentialisme, l'effet placebo, et la reconnaissance de patterns, de corrélations fortuites. Attends, je fais juste une pause pour ceux qui partent maintenant pour la semaine prochaine. Donc, j'ai déjà mis en ligne le texte pour la semaine prochaine. C'est un article en français, pour le coup, sur les définitions de théorie du complot. Et il y a l'auteur, qui est un philosophe, qui présentera en fait l'article au début de la prochaine séance. Donc, encore une fois, envoyez-moi vos questions, mais vous les poserez aussi en direct lors de la prochaine séance. Voilà. Tu peux continuer. Alors, du coup, l'exemple de l'homéopathie, c'est un bon exemple, l'idée de médecine naturelle. Ça fait appel à ces idées de similitude, d'essentialisme, de placebo. La maladie ou le mal, ils doivent être combattus avec la même substance qui a causé le problème en premier lieu. L'idée de mémoire de l'eau, c'est assez essentialisant parce que oui, d'accord, sur un plan chimique, on sait qu'il n'y a plus rien. Et ça, c'est si on l'étudie sur un plan chimique. Mais l'idée que si on place, par exemple, quelque chose dans un produit, même si on le dilue beaucoup, 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 c'est pas si contre-intuitif que ça de se dire peut-être qu'il reste quelque chose. Si on faisait une expérience, par exemple, qui serait pas éthique, donc on va la faire en pensée, mais si on mettait une goutte de poison dans de l'eau et qu'on la diluait des milliers, des milliers, des milliers de fois, c'est possible que beaucoup de gens, même si on leur dit non, mais la chimie moderne vous dit qu'il n'y a plus une molécule de poison, sûrement beaucoup de gens qui refuseraient parce qu'on est hijacké par une forme d'essentialisme ou une forme en tout cas il doit rester quelque chose. Et bien sûr le sentiment de bien-être que procurent les médecines naturelles, qui est bien connu, effet placebo, des praticiens souvent intentionnés, ils sont là pour leurs patients, ils sont là pour leur procurer du bien-être, pour les faire se sentir bien. Donc, en conclusion, pour l'idée d'attractivité cognitive, les auteurs nous disent que du coup, dans la pseudoscience, et ainsi que dans la religion et d'autres systèmes de croyances surnaturelles, les explications en termes d'agents, Dieu, fantôme, sorcière, ou de force intentionnelle, destin, élan vital, karma, donc ça c'est une citation de l'article, c'est toujours d'actualité, et comme l'ont noté les chercheurs en sciences cognitives de la religion, les explications personnelles des événements naturels, c'est intuitif, très satisfaisant pour l'esprit humain. Et ils notent, c'est pour ça que je l'ai noté aussi, cette idée
d'effets minimalement contre-intuitifs, qui quand même vient rajouter du poids à l'attractivité de certains énoncés pseudo-scientifiques, c'est qu'évidemment, il y a certaines formes de croyances contre-intuitives, et ben en fait, elles peuvent être convaincantes précisément parce qu'elles violent nos intuitions, à condition qu'elles le fassent de la bonne manière. Et voilà, donc ça, je ne lis pas la suite, mais c'est l'idée dont j'ai déjà parlé en long, en large et en travers tout à l'heure. Je vous remets cette slide-là, mais je ne vous la redis pas. Hein. C'est vraiment cette idée de... voilà, il y a certaines transgressions minimales qui vont marcher. On va transgresser un élément biologique, un élément psychologique, et hop, c'est plus facilement mémorisable et ça se transmet plus facilement. Je refais un dernier point très très rapide sur ça. C'est que non, du coup, ça ne veut pas dire que les humains sont crédules. C'est explicité et rebattu aussi dans l'article que je vous ai donné à lire. On se soucie bien de la vérité, malgré le portrait parfois peu flatteur de la raison humaine qui est parfois dressé dans la psychologie populaire. Et en fait, les raisonnements humains, la plupart du temps, sont sensibles aux informations qui contredisent carrément les croyances personnelles. Et il y a une étude que j'aime beaucoup qui a été faite par Sacha Altay, Anne-Sophie Aquin et Hugo Mercier récemment, qui montre en fait que contrairement à ce qu'on croit, les gens déjà d'une ne partagent pas tant de fake news que ça, et la plupart des gens ne le font pas parce qu'en fait, ils savent qu'ils vont perdre en réputation. Ils savent qu'ils vont être moins pris en considération par les autres. Parce que évidemment que la plupart des gens voient ce que c'est qu'une fake news. Et même, des fois, les gens ne partagent pas de fake news, même comme ça va dans le sens de leur bulle, c'est-à-dire des gens d'extrême droite, par exemple, des fois, ils sont hésitants à partager certains types de fake news parce qu'ils ont le sentiment que ça pourrait heurter leur réputation. Il nous reste une dernière question à aborder. En fait, il nous en reste deux, mais la dernière, elle est très peu traitée. Ça va aller assez vite. C'était cette question, mais alors du coup, comment elle gère les pseudosciences? Le problème de manque de valeur épistémique, puisque ça produit rien, ça ne produit pas de connaissances, c'est creux. Et ben en fait, l'explication qui est donnée dans l'article, c'est bien que les pseudosciences, elles présentent des stratégies pour s'immuniser contre la critique. Elles utilisent des concepts équivoques, elles font des multiples prédictions, elles utilisent la logique conspirationniste, elles construisent des hypothèses ad hoc, elles ont des explications internes contre la raison des attaques. Et il mentionne des travaux de Talmont Kaminsky, qui a d'ailleurs écrit un article qui est pas mal sur l'attractivité cognitive des pseudosciences dans le livre qu'on utilise beaucoup pour construire les cours. En fait, il identifie 3 types de contraintes qui limitent l'ouverture d'un système de croyance à une investigation critique. Et je pense qu'on pourra finir en fait le cours là-dessus. C'est d'une part avec un certain type de contenu de croyance, un certain contexte social, c'est-à-dire des attitudes particulières dans le milieu dans lequel évolue la pseudoscience en question et qui limitent la motivation ou l'investigation générale des types de croyances qui y sont professées, et par exemple le contenu aussi méthodologique, c'est-à-dire disponibilité d'outils appropriés pour l'examen de ces affirmations. Je vous donne un exemple pour chacun de ces éléments-là. Ces exemples sont de moi, ils ne sont pas de l'article. Je vous ai mis ce magnifique temple anthroposophe, le Gotenhaus, oui je crois, que la Suisse a beaucoup de chance d'accueillir. Eh bien par exemple, ça c'est un bon exemple c'est le contenu même de la croyance qui pousse les gens à ne pas investiguer, la réalité ou pas de la chose. C'est un peu l'idée de il faut d'abord croire pour voir. Vous retrouvez aussi des personnes qui jouent sur le contexte social. Par exemple, Aberkan dont je parlais, sa stratégie est très simple. Elle est à la fois de jouer le jeu de moi je fais de la science ou moi je suis un sachant, mais il s'écarte volontairement de l'académie et de la communauté scientifique. Donc du coup, il se rend imperméable à la critique des experts, il s'adresse à un public de non-experts, et il joue la carte de oui, mais l'académie est pourrie, l'académie ça marche pas. Du coup, en fait, quand il y a du débunkage, il a toujours cette carte-là de prête. Et le dernier élément, on reprend ces beaux orgonites, c'est simplement le cas très classique dans les médecines naturelles, c'est qu'on va vous dire oui, mais non, mais en fait, vous n'avez pas encore les bons outils.
pour mesurer ce qu'on a. Nous, on sait qu'il y a des effets, on les voit, vous n'avez pas les bons outils. Donc là, vous vous êtes rendu imperméable à une investigation méthodologique, puisqu'à chaque fois qu'on va essayer de mesurer ce que vous prétendez produire, on vous dit non, mais en fait, ce n'est pas la bonne méthode. Et donc, en fait, la réponse à l'idée de pourquoi les pseudosciences imitent la science, finalement, c'était un peu en filigrane de tout ce que j'ai dit, c'est simplement pour jouer le double jeu de je propose un contenu intuitif, facilement assimilable et qui peut se transmettre facilement. Et également, je me pars de l'habit scientifique qui va me donner une parure de prestige et de sérieux. Voilà, je pense qu'on peut finir pour aujourd'hui comme ça. J'avais prévu de mettre les questions à la fin, mais on manque cruellement de temps. Donc voilà, je pense qu'on peut s'arrêter.